Vous étais déjà demandé c'est quoi c'est pas si tout la révolution de la voiture électrique, celle dans laquelle le monde est en train d'injecter des milliards de dollars, devenait soudainement dépassé du jour au lendemain. Pas parce que les batteries, c'est rien de devenu meilleurs. Pas parce que quelqu'un aurait inventé un nouveau supercondensateur. Mais à cause de nion, chose que vous pouvez tous les jours, que vous utilisez sous la douche chaque matin, et que vous voyez tomber à chaque fois qu'il pleut. Cette chose, cesse-le. Au début de l'année 2026, dans une pièce fermée au Japon, sans caméra, sans journaliste et sans le moindre communiqué officiel, un prototype a été mis en marche. Cette voiture n'avait pas de batteries au lithium, pas des réservoirs d'hydrogène à haute pression, pas des câbles de recharge. Juste un petit réservoir d'eau, un système catalytique, et le grandement profond, puissante, presque hypnotique d'un moteur. En seulement 48 heures, les informations ont fuité depuis, cette pièce ont fait disparaître 17 milliards de dollars du marché boursier des véhicules électriques. Tesla a jeté, Rivian a vacillé, Panasonic est passé dans le rouge. Et tout Wall Street s'est soudain posé la même question, est-ce que c'est la fin de la voiture électrique? Alors de quoi parle-t-on vraiment? Est-ce qu'un moteur fonctionnant à l'eau existe réellement, ou est-ce simplement une nouvelle opération marketing dans une industrie déjà habituée aux promesses gigantesques? Et si cette technologie est bien réelle, pourquoi Toyota l'a-t-elle gardée secrète pendant 17 ans? Si sont précisément les trois questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant d'entrer plus profondément dans cette histoire, si vous aimez les analyses détaillées sur la technologie et l'avenir de l'industrie automobile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Parce que ce qui va suivre pourrait bien être l'une des plus grandes histoires technologiques de cette décennie. Le rêve et les figures. Pour comprendre pourquoi une voiture qui roule à l'eau pourrait provoquer un tel séisme, il faut d'abord prendre un peu de recul et regarder l'ensemble de l'industrie des véhicules électriques ces dernières années. Entre environ 2015 et 2023, le monde semblait presque d'accord sur une seule conclusion. L'avenir appartenait à la voiture électrique. Les gouvernements ont injecté des centaines de milliards de dollars en subventions. Elon Musk est devenu le symbole d'une nouvelle époque. D'immenses usines de batteries ont vu le jour au Nevada, au Kansas, en Europe et en Chine. L'action Tesla s'est envolée à des niveaux vertigineux. Tout le monde, des investisseurs de Wall Street aux conducteurs vivant dans la banlieue de Michigan, croyaient qu'il n'y avait qu'une seule direction possible. Mais derrière cette façade d'optimisme, des figures avaient déjà commencé à apparaître en silence. Le premier problème vient des batteries lithium-ion. Cette technologie, même si elle a beaucoup progressé, garde encore des limites profondes. Les batteries se dégradent avec le temps. Le Freud peut réduire l'autonomie jusqu'à 40%. Une recharge complète prend encore de 30 minutes à plusieurs heures, selon le type de borne. Et en 2024, les incendies de voitures électriques sont devenus un sujet brûlant partout aux États-Unis, surtout après une série d'incidents graves dans des parkings souterrains à New York et en Floride. Le deuxième problème, c'est l'infrastructure. À la fin de l'année 2024, les États-Unis contiennent environ 65 000 bornes de recharge publiques. Dites comme ça, c'est la pute semble beaucoup. Mais comparé à plus de 145 000 station service traditionnels, ces chiffres restent assez modestes. Et dans les zones rurales, les bornes de recharge restent presque un luxe. Un agriculteur dans l'Iowa ou un miner dans le Montana n'est plus de passer permettre d'atteindre une demi-heure pour recharger son véhicule au milieu d'un trajet de travail. Le troisième problème, c'est celui dont on parle le moins, c'est la chaîne d'approvisionnement des minéraux. Le lithium, le cobalt et le nickel, les matériaux essentiels des batteries de voitures électriques, sont extraits à un coût environnemental et humain énorme. Le Congo fournit plus de 70% du cobalt mondial, dont une grande partie est extraite dans des conditions de travail dangereuses. Le Chili et l'Argentine se disputent fortement les droits d'exploitation du lithium. Et quand la Chine contrôle plus de 60% de la capacité mondiale de traitement de batteries, la question de la sécurité énergétique devient de plus en plus urgente pour Washington. En 2024, la prise de conscience autour de ces limites n'était plus seulement l'opinion d'une minorité sceptique.
C'était devenu un sujet central dans de grands journaux comme le Wall Street Journal, Bloomberg et le Financial Times. La croissance des ventes des véhicules électriques est stationnée nettement ralentie. Ford et General Motors ont commencé à revoir à la baisse leurs objectifs de production électrique. Et c'est ce beau milieu de cette instabilité industrielle que Toyota a vu une opportunité. Mais pour comprendre pourquoi tout cela est si important, il faut aller au corps de l'histoire. Project H2X, le secret de Toyota pendant 10 septembre. En réalité, cette histoire ne commence pas en 2026. Elle commence en 2008, à une époque où le monde entier était fasciné par la vague des batteries lithium-ion et toutes les regards étaient tournés vers les premières voitures électriques de Tesla. À ce moment-là, Toyota était au sommet avec la Prius Hybrid, la voiture qui avait transformé la marque japonaise en symbole mondial de l'efficacité énergétique. Mais pendant que le reste du monde courait après les voitures à batterie, un petit groupe d'ingénieurs discrets, au sein du département de recherche et de développement de Toyota, s'est posé une autre question. Est-ce que la source d'énergie du futur n'était pas de l'électricité stockée dans une batterie, mais une réaction chimique déclenchée directement sur place? Le projet rit sous le nom de code H2X. Son objectif initial ressemblait presque à de la science fiction, créer un moteur à combustion interne capable de séparer l'hydrogène de l'eau en temps réel, de brûler cet hydrogène pour produire de la puissance et de donner rejeteur qu'une seule chose, de la vapeur d'eau. Pas besoin de réservoir d'hydrogène à haute pression comme sur la Toyota Mira. Pas besoin d'un énorme pack de batteries comme chez Tesla. Seulement de l'eau. En 2012, l'équipe de recherche avait déjà créé les premiers prototypes fonctionnels. Les premiers résultats étaient extrêmement prometteurs. Mais ensuite, le projet a disparu. Aucune annonce, aucune explication. Seulement un silence total. Les ingénieurs ont été transférés vers d'autres départements. Les documents ont été classés confidentiels. 3 prototypes ont été placés dans un entrepôt à température contrôlée dans la préfecture d'Aichi. Des personnes proches du dossier ont révélé plus tard que le projet n'avait pas été arrêté à cause d'un échec technique. Il aurait été bloqué par des pressions venant de plusieurs directions. Les compagnies pétrolières craignant un avenir où les carburants fossiles pourraient être remplacés. Les partenaires hybrides de Toyota ne voulaient pas voir leur propre technologie devenir obsolète, et même en interne, certains redoutaient qu'une telle technologie, si elle arrivait trop tôt, puisse bouleverser trop d'équilibres économiques en même temps. C'était en 2012. Et le projet H2X sombrait dans l'ombre. Puis le monde change d'une manière que personne n'aurait pu prévoir en 2012. Les batteries lithium ont commencé à montrer leurs limites. Les mines de cobalt Congo sont devenues un sujet de controverse mondiale. Et surtout, Toyota a compris qu'elle avait raté la première grande vague de la voiture électrique, ce qui a réduit sa part de marché aux États-Unis et en Europe. Au début de l'année 2026, le Conseil d'administration de Toyota a pris une décision. Ils n'allaient pas concurrencer Tesla en fabriquant une meilleure voiture électrique. Ils allaient par ailleurs sur quelque chose de totalement différent. Le projet H2X a été révélé. Les 3 prototypes sont ressortis du stockage. Étant sous les mains Think Moise, grâce à des nouveaux composants et à des matériaux plus modernes, l'équipe d'ingénieurs a obtenu un résultat qu'elle n'aurait jamais imaginé atteindre aussi vite. Dites comme ça, c'est la pieux semble simple. Mais c'est justement ce petit détail qui pourrait changer toute la partie. Comment fonctionne le moteur à eau? Arrêtons now un instant ici, parce que pour comprendre pourquoi ce moteur provoque un tel choc, il faut savoir précisément ce qu'il fait. Au cœur du système se trouve un dispositif que les ingénieurs de Toyota appellent le séparateur ultrasonique PTZO. Si n'est pas un concept totalement nouveau dans la science des matériaux. En gros, cet appareil utilise des vibrations mécaniques à haute fréquence combinées à un nanocatalyseur spécial pour casser les liaisons moléculaires de H2O et séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. Le point clé, c'est ce que ce processus s'est produit en temps réel pendant que la voiture roule. Il n'y a pas de réservoir d'hydrogène à haute pression.
Il ne passe des risques d'explosion à de l'hydrogène stocké. La voiture produit elle-même juste assez d'hydrogène pour l'injecteur dans la chambre de combustion, en continu, selon les besoins. L'hydrogène est ensuite envoyé dans une chambre de combustion améliorée, capable de supporter une température supérieure à 2000 degrés Celsius. Et quel est le résultat de la combustion de hydrogène pur? Pas du dioxyde de carbone, pas d'oxyde d'azote, juste de la vapeur d'eau. Le même genre de vapeur que vous voyez s'échapper de votre tasse de café le matin. L'énergie n'est pas stockée dans une batterie lithium-ion, mais dans un supercondensateur de la taille d'une boîte à déjeuner. Si condensateur se recharge grâce au mouvement de la voiture elle-même, via un système de récupération d'énergie au freinage, un peu comme sur une voiture hybride, mais avec une efficacité bien supérieure. En matière de performances réelles, les chiffres partagés en interne et chez Toyota seraient impressionnants. La voiture pourrait passer de 0 à 5 km par heure en environ 4,3 secondes, ce qui la rendrait plus rapide que la majorité des berlines intermédiaires actuelles. Sa vitesse maximale atteindrait environ 120 km par heure. Sans autonomie, après un seul remplissage de serait d'environ 760 km, presque équivalenté à celle d'une voiture essence classique, est largement supérieure à celle de la plupart des voitures électriques de milieu de gamme. Et la consommation de environ 5 litres pour 100 km. Toyota affirme que le système pourrait fonctionner avec de l'eau ordinaire, y compris de l'eau de robinet, et même de l'eau de meur, même si l'eau de meur nécessiterait une étape de préfiltration supplémentaire dans la chambre de traitement. Côté entretien, un détail est particulièrement intéressant. Puisque le soul produit de la combustion est de la vapeur d'eau, il n'y a pas d'accumulation de suie ni de dépôt de carbone dans la chambre de combustion. Cela signifie que l'usure de moteur serait inférieure d'environ 42% à celle d'un moteur thermique traditionnel, moins de vidanges, moins de remplacements de pistons, et donc des coûts d'entretien plus faibles. Le coût de fabrication de l'ensemble du groupe motopropulseur de cette voiture serait d'environ $1,320. Titre de comparaison, le groupe motopropulseur d'une Tesla Model 3 coûterait près de $4,500. Et le pack de batteries lithium-ion d'un véhicule électrique de milieu de gamme se situe généralement entre $8,000 et $12,000. Cet écart est suffisamment important pour réécrire toute l'économie de l'industrie automobile, mais même si une technologie paraît fascinante, elle n'a pas beaucoup de valeur si elle n'est peut pas être produite à grande échelle. Les obstacles dont personne n'est vu de parleur. C'est la partie que beaucoup de vidéos sur ce sujet ont tendance à éviter ou à minimiser volontairement. Parce que la vérité, c'est que même si les moteurs à eau de Toyota fonctionnent exactement comme il est décrit, la route entre le laboratoire et la roue restée pleine d'obstacles. Le premier obstacle, ce sont les matériaux. Une chambre de combustion capable de supporter plus de 2000 degrés Celsius exige des alliages spéciaux, capables de résister à la corrosion dans un environnement de vapeur à température extrême. Ces matériaux ne sont pas forcément rares, mais la chaîne d'approvisionnement mondiale actuelle n'est pas prête pour une production de masse à grande échelle. Toyota estime que le coût des matériaux pourrait augmenter le prix d'Environ Queens pour cent par rapport à un moteur classique dans la première phase. Le deuxième obstacle, c'est la réglementation. Imaginez que vous soyez une compagnie d'assurance et qu'un client vous apporte une voiture qui n'est pas électrique, pas hybride, pas à paille la combustible hydrogen et pas non plus une voiture essence traditionnelle. Dans quelle catégorie la classez-vous? Selon quelle norme calculez-vous la prime d'assurance? Une source du secteur de l'assurance américaine affirme que les assureurs ne s'orientent presque par part ou commencent avec ce type de véhicule. Ce n'est pas seulement un problème administratif. C'est un véritable frein à la commercialisation. Le troisième obstacle, c'est l'eau elle-même. C'est la pute, sembleur étrange de dire que l'eau est un problème, mais il faut se rappeler que les États-Unis font face à des défis des plus en plus importantes concernant leurs ressources en eau. La Californie a connu plusieurs périodes de sécheresse sévères. Certaines régions du sud-ouest voyant leurs nappes phréatiques s'épuiser. Si des dizaines de millions de voitures se mettent à utiliser l'eau comme carburant, que se passera-t-il pour les réseaux de urbains? Les experts environnementaux préviennent que cette question doit être résolue avant tout déploiement massif de la technologie. Le quatrième obstacle, ce sont les pressions politiques et les intérêts établis.
Quand une nouvelle source d'énergie apparaît et menace des remplacers non-soulment l'essence et le pétrole, mais aussi le lithium et le cobalt, les enterprises et les pesques dépendants de ces ressources ne vont évidemment pas rester les bras croisés. L'industrie pétrolière du Texas se qualifie tout cela de simple operation de communication. Certains sénateurs américains ont déjà commencé à discuter de règles visant à contrôler l'utilisation de l'eau dans les transports. Ce n'est pas une hypothèse. C'est la réalité politique de chaque révolution énergétique dans l'histoire. Le cinquième obstacle est peut-être le plus difficile à surmonter. C'est le scepticisme du marché. Les véhicules électriques sont mis plus de 10 ans à construire la confiance des consommateurs. Et même aujourd'hui, une grande partie des Américains, sortent au-dessus de plus de 40 ans 50, ne fait pas encore totalement confiance à la voiture électrique. Alors maintenant, si vous leur dites qu'il existe une voiture qui roule à votre avis, comment vont-ils réagir? Le scepticisme n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est le filtre nécessaire pour toute nouvelle technologie. Et c'est précisément à ce moment-là que la Corse devient encore plus intense, parce que Toyota n'est pas le seul acteur à vouloir dominer l'avenir de l'industrie automobile. Quoi gagner et quoi perdre? La réaction du marché dans les 48 premières heures après la fuite des informations montrait à quel point cet événement était violent. Tesla a été le premier nom que tout le monde regardait. Et ce qui est intéressant, c'est que Elon Musk est resté totalement silencieux. Un homme qui commentait habituellement tout, de Dogecoin à la politique mondiale, n'a soudainement rien dit sur une technologie qui pourrait effacer la raison d'être fondamentale de Tesla. Selon des sources internes, Musk aurait ordonné une pause temporaire dans les améliorations du groupe motopropulseur du Cybertruck afin de réévaluer le paysage du marché. Ce n'est pas exactement le signe d'une grande confiance. Rivian est lucide, deux entreprises autrefois présentées comme les deuxième et troisième Tesla du monde, se trouvent dans une position particulièrement délicate. Aucune des deux n'a encore atteint le seuil de rentabilité. Toutes les deux brûlent encore énormément d'argent. Et toutes leur stratégie repose sur l'idée que les batteries au lithium resteront l'avenir de l'automobile. Si Toyota prouve que cette hypothèse est fausse, Rivian est lucide pour rien, ne plus avoir assez de temps pour changer de direction. General Motors et Ford sont dans une situation différente. Ils ont les moyens de pivoter, mais ils viennent tout juste d'investir des milliards de dollars dans des usines de batteries. Selon des sources à Detroit, plusieurs réunions d'urgence ont déjà eu lieu, et la grande question sur la table était la suivante. Pouvons-nous adapter les lignes de production existantes pour intégrer une technologie de combustion à l'hydrogène ou devons-nous repartir de zéro? Le Japon, lui, n'a pas été surpris. Il savate déjà. Et aujourd'hui, le ministère japonais de l'économie tentait de protéger ce savoir-faire technologique contre le risque de vol, un risque presque inévitable. Des schémas du séparateur catalytique PTZO auraient été publiés sur un forum de lanceurs d'alertés par un groupe présenté comme d'Ancients employés d'une sous-traitante. En quelques heures seulement, ces documents auraient été téléchargés plus de 4 millions de fois. La Chine aurait déjà commencé à faire de la rétro-ingénierie. L'Inde aborde le sujet de notre manière. Elle veut devenir le centre de production. Des documents issus d'une réunion entre des responsables du gouvernement indien et la division Asie-Pacifique de Toyota montraient que le pays vise à construire une infrastructure adaptée aux véhicules fonctionnant à l'eau, surtout dans les zones rurales et montagneuses, là où les voitures entièrement électriques ne sont pas simplement pas réalistes. La Russie, elle, est un intérêt complètement différent. L'usage militaire. Un véhicule qui n'a pas besoin de carburant fossile, pas besoin de recharge électrique, et seulement besoin d'eux, représenterait un avantage stratégique énorme en zone de conflit. Selon des sources à Moscou, le Kremlin aurait donné son feu vers un programme de recherche accéléré pour adapter cette technologie aux camions militaires et même aux drones sous-marins. Saudi Aramco aurait perdu 40 et 1 milliard de dollars de capitalisation boursière en une seule journée de cotation. Ces chiffres se fit presque à Louis Sous la montreur à quel point le marché pétrolier perçoit cette menace comme sérieuse. Au final, la grande question restait donc la même. Cette technologie est-elle vraiment assez puissante pour changer l'avenir? Ça marche, à quoi ressemblera le monde dans 5 ans?
Essayons d'imaginer un scénario, non pas pour prédire l'avenir, mais pour comprendre les conséquences possibles si cette technologie réussit à être commercialisée. Toyota aurait présenté une feuille des routes internes au ministère japonais de l'économie, produire 1 million de moteurs à haut part en d'ici 2027. Si cet objectif est atteint, le déploiement commencerait probablement en Asie et au Moyen-Orient, des régions où l'infrastructure pour véhicules électriques reste faible, mais où la demande pour des solutions alternatives efficaces est très élevée. Pour les consommateurs américains, le meilleur scénario ressemblerait à ceci. Depuis 2028, les constructeurs américains commencent à lancer des modèles utilisant la technologie South License Toyota. Un prix plus bas que celui des voitures électriques, une autonomie plus longue. Et surtout, la possibilité de faire le plein de presque part-out. Pour les conducteurs de plus de 45 ans, habitués à faire le plein d'essence en 3 minutes, puis un réparteur, l'idée de remplir un réservoir d'eau en 3 minutes et de rouler encore 760 km, c'est évidemment très séduisante. Mais regardons aussi l'autre côté de l'impact. Si les voitures électriques perdent rapidement des parts de marché, que va-t-il arriver aux centaines de milliards de bornes de recharge déjà installées? Que va-t-il arriver aux ouvriers des usines de batteries dans l'Ohio et le Tennessee? Que va-t-il arriver aux programmes de formation des techniciens spécialisés en véhicules électriques, financés par le gouvernement fédéral? Une transition technologique n'est jamais propre. Il y a toujours des gagnants, et il y a toujours des gains laissés de côté. La révolution de la voiture électrique a créé des centaines de milliards de nouveaux emplois au cours de la dernière décennie. Une transition vers des véhicules fonctionnant à l'eau créerait aussi de nouveaux emplois, mais pas immédiatement et pas forcément dans les mêmes lunes et les mêmes communautés. Il existe aussi un autre scénario dont peu de gains voulent parler, celui où cette technologie ne réussit pas à suivre la fiolée des routes annoncées. L'histoire de l'automobile est, pleine de technologies Prometheus-isque, ont échoué au moment de passeur à la production de masse. Les voitures à air comprimé, les premières générations de batteries à combustible solide, et même les véhicules à pile à combustible hydrogène, une technologie sur laquelle Toyota avait elle-même beaucoup misé. La Mirai a été lancée en 2014, mais aujourd'hui encore, elle restait un produit de niche, avec une infrastructure de stations à hydrogène extrêmement limitée. Est-ce que les voitures à eux pourraient en suivre le même chemin? C'est tout à fait possible. Mais la différence cette fois, c'est que Toyota n'a pas besoin d'une infrastructure totalement nouvelle. L'Ouest part-out. C'est l'avantage fondamental qu'aucune technologie automobile alternative n'avait vraiment eu jusqu'ici. Nous venons de traverser une histoire immense. Des figures dans le rêve de la voiture électrique, secret de Toyota pendant d'acceptance, des chiffres squéants secoués Wall Street, aux obstacles bien réels dont peu de gains voulent parler, jusqu'à la vision d'un monde où le deviendrait le carburant de la civilisation. Cette histoire est importante, non pas parce qu'elle pourrait faire perdre de la valeur à Tesla. Elle est importante à parce qu'elle remet en question notre manière fondamentale de penser l'énergie, les ressources et le pouvoir géopolitique. Quand le lithium devient rare et se transforme en arme de négociation entre grandes puissances, un monde fonctionnant à l'eau déviante, fonde un monde plus égalitaire. L'eau ne peut pas être exploitée par fracturation hydraulique. L'eau ne peut pas être monopolisée par l'industrie de traitement chinoise. L'eau ne peut pas être contrôlée par l'OPEP. C'est ce qui fait de cette idée non seulement une révolution technique, mais aussi une révolution de l'ordre mondial. Mais l'avenir n'est pas encore écrit. Il restait encore beaucoup trop d'inconnus. Est-ce que la technologie PTZO pourra résister aux conditions de production de masse? Est-ce que les alliages de la chambre de combustion pourront être fabriqués à un coût acceptable? Est-ce que la politique et le lobbying vont étouffer ce projet une deuxième fois, comme cela aurait été le cas en 2012? Est la plus grande question, celle à laquelle personne n'est pu répondre aujourd'hui, est la suivante. Est-ce vraiment un tournant historique? Ou est-ce que dans ce dix nous serons assis ici à regarder en arrière en nous demandant, mais à fait, que style rêvé à ces fameux moteurs à eau? Sous le Thames pourra donner la réponse. Mais une chose est sûre,
l'accord vient de recommencer depuis le début, et les decisions prises dans les prochaines années façonneront la manière dont l'humanité se déplacera, produira son énergie, et se battra pour le pouvoir au cours de ce siècle. Êtes-vous? Qu'en pensez-vous? Vous croyez que le moteur à E de Toyota est une vraie révolution, ou seulement une avancée intéressante, mais pas suffisante pour changer les règles du jeu? Comment pensez-vous que Tesla est l'industrie de la voiture électrique Volkswagen? Dites-le-moi dans les commentaires. On en discute ensemble. Et si cette vidéo vous donne un nouveau regard sur le sujet, mettez un like pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses. Parce que l'histoire du futur de l'automobile et de l'énergie n'est faite, en réalité, que commencer.